Mon nom est Liliane Sans-Façon. Je suis lectrice pour Lire à tout âge. Alors aujourd'hui, j'en suis à ma 5e lecture virtuelle. Ça me fait plaisir de vous offrir cette nouvelle séance et je vous souhaite une belle écoute. En guise de première lecture, j'ai choisi une chronique de Patrick Lagacé, le journaliste qui écrit dans le journal La Presse Plus. Et il s'agit de l'histoire d'une personne qui a fait du bien dans toute sa communauté et ce, tout au long de sa vie. Alors voici la mère du village. Le 12 mai dernier, à Lanoret, c'est dans la Naudière, Hélène Champagne-Desmarais s'est éteinte dans le salon de sa fille Sylvie, comme dans l'ancien temps, entourée d'amour. Au salon funéraire, on a expliqué à Sylvie, qui avait téléphoné, que oui, bien sûr, on pourrait organiser l'exposition d'Hélène, mais que pas plus que 10 personnes pourraient y aller à la fois. 10 personnes, oui, à cause de la pandémie. Mais tu connais pas ma mère, toi? La file va être tellement longue que ça va être comme au Costco, hein? Comme au magasin, le gros magasin Costco. Je vais être ici pendant une semaine au moins. Sylvie a dit au monsieur du salon funéraire d'oublier l'exposition au salon, qu'elle allait penser à quelque chose, à une forme d'hommage à la hauteur de ce que fut sa maman, quand le déconfinement serait plus avancé. Vous ne connaissez pas Hélène Champagne-Desmarais? Mais il fut une époque où, à Lanoret, dans la Naudière, tout le monde connaissait Hélène, la proprio du restaurant Le Capri sur la rue Notre-Dame, de 1957 à 1977. On dit ça un restaurant. On imagine simplement un lieu de restauration. Mais un restaurant, c'est un cœur battant. Aussi, parfois, quelque chose de plus qu'un lieu où on mange. Tout le monde à Lanoret mangeait au Capri. Hélène était au fourneau 18 heures par jour, seule employée. Du matin au soir, elle nourrissait le monde. Elle veillait sur les enfants de la paroisse qui venaient dîner, qui se pointaient au Capri après l'école. Quand leurs parents savaient qu'ils seraient absents après l'école, ils disaient aux enfants: « Va m'attendre chez Hélène, je vais passer te chercher vers 5 heures. » Et les enfants allaient attendre au Capri, ça ne dérangeait jamais Hélène. Sa fille Sylvie dit qu'elle partageait sa mère avec tous les enfants du village. J'ai été élevée dans le restaurant avec tout le monde, dit-elle. Il y avait un maire dans le village, mais Hélène en était la mère, comme une maman. Les troqueurs arrêtaient au Capri aussi. Certains soirs d'hiver, des soirs de panne d'électricité, des monteurs de lignes d'hydro envoyés dans le coin appelaient au restaurant en fin de soirée. Hélène, on passerait vers minuit et demi, 1 heure après le chiffre, le restaurant va-t-il être encore ouvert? Non, Hélène a fermé officiellement à 11 heures le soir. Mais ces soirs-là, elle restait au restaurant, prête à restaurer les gars bien fatigués. Ils arrivaient dans leur camion dans le stationnement du Capri et elle partait le fourneau. Le Capri était, pour ainsi dire, tout le temps ouvert. Hélène Champagne-Desmarais incarnait cette vérité éternelle: faire à manger, c'est une façon d'aimer les autres. Le Capri a fermé en 1977, l'année du mariage de Sylvie, la fille de Madame Champagne-Desmarais. Mais Hélène n'a jamais cessé de nourrir le monde. Chaque année, elle faisait une batch de 200, 250 beignes, même 400 certaines années. Elle les congelait et elle les distribuait toute l'année à son monde. Dans un CHSLD, Alphonse Rondeau, où est-ce qu'elle était bénévole. Ensuite, aux jeunes vieux de l'Escale du Roi, une résidence pour personnes âgées. L'Esplanade qui fait face au fleuve. Idem pour son sucre à la crème. Pour les voisins qui tiraient le diable par la queue, et Dieu sait qu'Hélène savait toujours qui tirait le diable par la queue, elle préparait souvent un plat prêt à manger. « Tu passeras à la maison, je t'ai fait de quoi? » Et le voisin repartait avec un pâté chinois. Hélène se promenait partout dans Lanoret avec son quadriporteur rouge. Hélène était toujours sur la go, sauf en hiver. En hiver, ses vieilles jambes de plus en plus vacillantes la forçaient à rester dans sa maison. Le confinement avant le grand confinement de 2020 qu'on connaît actuellement, qui est en train de se résorber. Mais quand l'hiver disparaissait, oubliez ça. Hélène se promenait, parlait à tout le monde, faisait du bénévolat à l'église, où elle distribuait le prion en église, arrêtait son quadriporteur pour câliner tous les enfants et pour donner des gâteries aux chiens. Elle a toujours aimé les chiens et elle en a toujours eu plein. Il n'y aura jamais de statut pour les personnes comme Hélène, célèbre, anonyme. Peut-être qu'on devrait y penser. Ce sont des personnes comme Hélène qui créent les liens, qui font les villages, les quartiers.
La vie, ce sont les liens entre nous. Sa nièce, Louise, pense à Michel Tremblay quand elle parle de sa tante adorée, l'auteur des Belles-Sœurs, Michel Tremblay, qui a dit un jour que c'était sur l'épaule de ces femmes que le Québec avait longtemps reposé, des femmes fortes et effacées. Et effectivement, ce sont souvent des gens anonymes, des gens comme Hélène, comme Madame Hélène, qui sont connus seulement dans leur coin de pays, mais qui, avec leurs gestes quotidiens, en fait, hein, et ces gens-là, ils font le bonheur de leurs semblables de façon naturelle. De deuxième lecture, un conte de Félix Leclerc qui s'intitule « L'orage ». C'est un peu de circonstance. L'été, il y a des orages. Alors, voyons comment cet orage aurait pu transformer quelqu'un. Alors, ça fait partie du bouquin qui s'appelle « Conte de Félix Leclerc, Adagio ». L'orage. Le soleil s'était levé rouge ce matin-là dans un grand ciel rose, immobile et pesant. Dans l'avant-midi, par 3 fois, on avait entendu gronder le tonnerre de très loin. Les troupeaux de vaches avaient pris leur course en beuglant. Depuis 2 semaines, il n'avait pas plu. Le puits baissait. Les plantes assoiffées, avec leurs grands doigts maigres, suppliaient pour avoir de l'eau. Et le soleil rouge du mois d'août montait. Vers midi, un nuage noir parut dans le nord, comme un dos de grosses montagnes. Il bougeait et bousculait les autres nuages qui, à la fin, se mêlaient à lui. Un paysan, se rendant à l'étable, une chaudière à la main, avait murmuré en fronçant les sourcils « l'orage ». Le tonnerre roulait. La pluie commença à tomber. Sur la route, un homme, seul en automobile, tourna en toute hâte dans une cour de ferme, sauta en bas de sa voiture et frappa à la maison de l'habitant qui demeurait là. Il entra et dit en poussant la porte avec son dos « Vous me permettez ?» Il était nerveux. Les enfants le regardaient. Il était bien vêtu. « Je peux m'asseoir pour la durée de l'orage? » Il riait jaune. L'habitant lui fit signe de s'asseoir. « Oh, parce que tout seul sur la route pendant l'orage, j'aime pas beaucoup ça. » « Vous êtes chez vous, répondit l'habitant. Je dérange pas toujours, demanda-t-il. Non, non, dit le maître de la maison. Un éclair entra par toutes les fenêtres à la fois. L'étranger ramena le bord de son chapeau sur ses yeux. Le tonnerre claqua. Et que j'aime pas ça, dit-il. Le père se versait en silence. On est bien à l'abri ici, demanda-t-il. Le père, l'habitant, alluma sa pipe. L'étranger continua. Il n'y a pas de danger pour le tonnerre. Les arbres, tout ça, là, ils disent que ça l'attire parce que je ne suis pas vraiment habituée à la campagne. Oups, un autre éclair et que j'aime pas ça. Le père le regarda paisiblement et dit « Craignez pas. Je viens de la ville, essaya d'expliquer l'autre au milieu des éclairs. Et il se boucha les yeux. Un éclair courut. « Vous avez le téléphone ici? Demanda-t-il. L'habitant fit signe que non. Ça va durer longtemps encore? L'habitant répondit « Peut-être une vingtaine de minutes. » L'autre fit la grimace. « C'est long. Oups! » Et de nouveau, il ferma les yeux. Demain, dans le journal, vous allez voir, il va y avoir une liste d'accidents, peut-être même des morts aussi. Un des enfants de l'habitant, une petite fille, se colla sur sa mère et lui dit « Maman, j'ai peur. » L'étranger poursuivait. « À tous les orages, finalement, il y a toujours des accidents. »« Fumez-vous la pipe? » dit l'habitant. « Non, merci, dit l'étranger. Il y a 2 ans, mon cousin donne une allumette, la petite coupa l'habitant pour la 2e fois. » Mais l'autre continuait. Toujours qu'un éclair. Alors l'habitant lui dit « Monsieur, vous avez le goût de conter des histoires? On se les contera après l'orage. Vous apeurez la petite pour rien. Si vous voulez parler absolument, dites quelque chose de doux. C'est le temps. » L'étranger s'arrêta, baissa les yeux et dit « Je suis nerveux, excusez-moi, j'aime donc pas ça. Mais vous avez raison, il faut se tenir tranquille. » « La maison est solide? » L'habitant ne répondit pas. Il demanda « À quelle place vous alliez toujours aujourd'hui en vous arrêtant ici? » L'autre, avec un peu de gêne, répondit « J'allais collecter dans le rang. Je fais un ouvrage bien déplaisant, le plus déplaisant du monde. Imaginez que je collecte les pauvres diables qui ont des dettes. Je travaille pour un magasin. Je saisis ceux qui ne payent pas. L'affaire que je déteste le plus au monde. C'est pas dans moi, ça. Arriver puis sortir le ménage, c'est pas toujours drôle. » L'habitant se tut un instant, puis il demanda « Saisir, ça doit être dur. » « Oui, expliqua l'étranger. Des fois, c'est pas de leur faute à ceux qui ne payent pas. Ils n'ont pas d'argent. » L'habitant dit « Oui, à la campagne, surtout, l'argent est plus rare. »« Je fais mon devoir, mais c'est dur, » déclara l'autre, tout navré. Le ciel se vida complètement. Tout orage a une fin. Le soleil perça de nouveau.
Les oiseaux, en équilibre sur les pignons pointus, séchaient leurs plumes au vent. Les poules, une par une, sortaient de l'étable en jasant. L'étranger partit, tout en politesse, un peu gêné de n'avoir pu retenir sa peur. Le père monta dans les champs pour faire le train du soir. Quelques heures plus tard, pendant le coucher de soleil, la même automobile traversa la cour. C'était l'étranger qui revenait. Le père, content, le reçut à la porte. « Tiens, c'est vous de la visite, vous arrivez juste pour le souper. » L'autre, manteau ouvert et cigarette au bec, claquant la porte de sa voiture, trancha nettement. « Non, je suis pressé, merci. »« Entrez donc. »« Pas la peine, merci. »« Vous avez oublié quelque chose? »« Oui, mon chapeau. » L'habitant cria. « Marthe, va donc voir pour le chapeau. » L'autre répondit rapidement et durement. « Bien aimable. Voulez-vous vous asseoir? »« Non, merci. » L'habitant fut surpris de cette réponse. Il tourna et dit. « Tout est sorti, les oiseaux, les mouches, tout. Vous savez, si vous voulez souper avec nous, vous êtes le bienvenu. »« Non, je vous dis merci. » L'habitant lui dit alors. « Notre peur est passée avec le beau temps. » Peur? L'étranger recula, insulté. « Je comprends pas ce que vous voulez dire. »« Ben oui, cet après-midi. »« Ben, je me souviens pas. »« Ben, c'est vous qui êtes venu pendant l'orage? »« Oui, oui, c'est moi. » L'habitant dit tout bas. « Votre chapeau s'en vient. »« Je suis très pressé, lança l'autre. »« Ce sera pas long, donnez-lui le temps. » Puis, s'approchant de la voiture, l'habitant lui dit. « Il n'y a pas de honte à en parler, monsieur, vous savez. » L'étranger répondit. « Je suis rentré à l'abri, c'est tout. Pensez-vous que c'était le premier orage que je voyais? Je me souviens pas que j'ai eu peur. » L'étranger riait grassement. « C'est pas un déshonneur quand on n'est pas accoutumé, lui dit l'habitant. » Et l'autre répondit. « J'aurais voulu vous voir dans les bois de Saint-Philippe l'année dernière, tout seul dans ma machine. J'en ai vu d'autres aujourd'hui. J'en ai vu d'autres avant aujourd'hui, mon cher monsieur. » Vous vous replacez vite, déclara l'habitant. Vous savez, tantôt j'étais arrêté, ben, c'était pour appeler, puis vous n'aviez pas le téléphone, c'était au cas où ma femme se serait inquiétée. Ah, la fillette arriva avec le chapeau. « Votre chapeau, monsieur. »« Merci bien. T'as plus peur, ma petite fille? »« Non, monsieur, dit l'enfant. »« Et vous? » L'étranger sourit et démarra. L'habitant lui demanda. « Vous avez fait votre saisie, toujours? Ça a bien marché? »« Oui, ça a très bien marché. »« Je vois ça. Votre machine est remplie. »« Je voyage jamais pour rien, moi, monsieur, dit l'homme de la ville. C'est mon métier. Qu'est-ce que vous voulez? Faut bien quelqu'un pour le faire. Une marchandise pas payée, on la reprend. C'est notre droit. C'est comme ça que ça marche. » Il disparut sur la grande route. L'habitant resta debout à réfléchir. Il peut bien y avoir des guerres. Un gars qui réussit si bien à se mentir porte pas la paix. Il pensa et il parlait pour lui-même. Si on est désunis, c'est parce qu'il fait trop beau. Un bon orage, ça unit, ça fait se rencontrer, ça fait penser qu'on est faible et qu'il y a quelqu'un au-dessus. Et l'habitant se dit, l'orage n'a pas été assez long pour lui après-midi. L'orage faisait juste commencer à le toucher, à le dompter et à le purifier, mais il n'a pas duré assez longtemps. Alors, effectivement, la peur avait rendu le monsieur pas mal plus humble, hein? Mais un coup l'orage passé, il est redevenu lui-même. Je me disais qu'on pouvait faire peut-être le parallèle avec ce qu'on vit actuellement ou ce qu'on a vécu avec la pandémie. Beaucoup de personnes disaient, au moment où on était confinés, que ce serait plus jamais pareil après, qu'on était pour prendre soin les uns des autres, on allait changer nos habitudes. Alors, j'espère qu'on va garder notre promesse et que c'est à souhaiter que les gens n'oublient pas justement ce qu'ils ont promis. Alors, la troisième lecture, c'est un bouillon de poulet pour l'âme des professeurs. Il y a beaucoup de bouillons de poulet. On en a déjà vu dans d'autres lectures avec d'autres lecteurs. Aujourd'hui, un bouillon de poulet pour l'âme des professeurs. Et ce sont des histoires vraies dans les bouillons de poulet, souvent réconfortantes comme un bon bouillon de poulet quand on a la grippe. Alors, ça s'intitule « Le maître à penser ». Avant le texte, il y a quelqu'un, anonyme, qui a écrit une petite pensée intéressante. Apprenez à vos élèves à utiliser les talents qu'ils possèdent. La forêt serait bien silencieuse si on entendait seulement les oiseaux qui chantent le mieux. Le maître à penser. Salut prof, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Une salutation plutôt banale lancée par un adolescent à un professeur au retour des grandes vacances. Et pourtant, ce longtemps qu'on s'est vu
était plus qu'une formule de politesse de la part de cet élève pas comme les autres. Complètement aveugle depuis sa naissance en raison d'un excès d'oxygène dans l'incubateur, il avait su tirer son épingle du jeu dans des programmes réguliers, forçant l'admiration des personnes qui le côtoyaient par son remarquable courage et son autre façon de voir les choses. À l'automne 1986, un jeune garçon âgé de 14 ans est entré timidement dans ma classe d'anglais. Il était suivi de son aide, Mme Parker, qui transportait un gros engin semblable à une machine à écrire. Mon appréhension s'était toutefois rapidement transformée en anxiété lorsque Mme Parker m'avait présenté mon nouvel élève. Heath Thorson était un étudiant aveugle qui commençait le 2e cycle du secondaire. Ses parents avaient insisté pour que leur fils bénéficie des mêmes chances de réussite et d'éducation que les élèves voyants. En d'autres mots, ils voulaient que leur fils suive le programme régulier d'une école publique. C'est trop demander à une enseignante de classe régulière, j'avais d'abord pensé. Après tout, c'était un automne plus exigeant que d'habitude pour moi. À 40 ans, j'étais enceinte. Avec l'enseignement à temps plein et une grossesse à mon âge, ma coupe me semblait suffisamment pleine. Maintenant, je devais m'occuper de ce grand adolescent dégingandé aux besoins particuliers. Puisque l'accueil d'élèves en éducation spécialisée était devenu une loi, je ne disposais d'aucun recours. Il ne me restait qu'à souhaiter la bienvenue à Heath et à espérer pour le mieux. Nos débuts ont été cas à cas. Les premières semaines, Mme Parker accompagnait Heath en classe. Comme il devait quitter avant la fin des classes pour ne pas se ramasser dans le corridor avec tous les autres élèves interprétaient ce signal comme la fin des cours. De plus, il prenait beaucoup de notes, ce qui signifiait qu'il tapait constamment sur son encombrant engin, une machine à écrire en braille. Chaque frappe sur une touche produisait un bruit discordant. La virtuosité avec laquelle Heath maîtrisait son clavier intriguait et dérangeait à la fois. Puis, peu à peu, tout est rentré dans l'ordre. J'ai même fini par apprécier ce son. Je savais qu'il y avait au moins un élève qui écoutait mon cours puisque lui écrivait sur cette machine-là ce que je disais. Peu importe la matière au programme, la routine était la même. Mme Parker tapait en braille sans relâche pour lui les devoirs à faire, puis elle transcrivait ses travaux en mots écrits pour ses professeurs. Par ailleurs, Heath lisait avec beaucoup de plaisir, à voix haute, des scènes de pièces de théâtre jouées en classe à partir de ses copies en braille. Pour ses camarades, Heath avait été au début un objet de curiosité. Toutefois, son intelligence, sa vivacité d'esprit et son sens de la répartie ont fini par séduire tout le monde. C'était un blagueur impénitent, son expertise en reconnaissance des voix et son habileté à se déplacer dans le labyrinthe des corridors fascinaient tous ses camarades. À la fin de sa première année de 2e cycle, Heath était plus que toléré ou même accepté, il était populaire. Les années ont passé et Heath a entrepris sa dernière année d'études secondaires. Le grand adolescent dégingandé s'était métamorphosé en un beau grand jeune homme, plein d'assurance, avec des yeux qui ne voyaient rien, mais un cœur qui voyait tout. Toujours de bonne humeur, Heath adorait exhiber son permis de conduire, parenthèse, avec la mention valide uniquement à des fins d'identification, puisque, effectivement, il ne pouvait pas conduire, mais il avait un permis de conduire comme pièce d'identité. Il adorait aussi pirater l'interphone pour tester ses nouvelles blagues. Pour Heath, sa cécité n'était qu'un simple inconvénient. Il refusait le mot handicap. D'ailleurs, sa cécité avait à peine été un inconvénient lors de la remise des diplômes. Il avait gravi la rampe de l'aréna locale, marché vers le directeur de l'école d'un pas assuré, reçu son diplôme et quitté l'estrade sous un tonnerre d'applaudissements. Ce que Heath n'avait pas vu, c'était l'ovation debout que lui avaient accordé ses camarades de classe et l'ensemble des spectateurs présents. Vous devrez choisir vos arguments avec soin pour me convaincre maintenant que les élèves avec des besoins particuliers peuvent dévaloriser une classe régulière. Je ne compte plus les leçons de vie que Heath nous a données. Des leçons de patience, de détermination, de courage, d'humour, d'amour de la vie et de confiance en ses moyens. Après 25 années d'enseignement dans les écoles publiques, ma mémoire déborde de souvenirs d'anciens élèves qui ont depuis longtemps quitté ma classe et l'école, mais qui conservent une place spéciale dans mon cœur. Ils ont tous participé à ma formation continue en tant qu'enseignante. Toutefois, en matière de leçons de victoire face aux difficultés,
et Thorson restera à jamais mon maître à penser. Alors, les gens différents ne sont pas différents. Ils apportent souvent une couleur, une autre dimension. Alors, le jeune homme, il est devenu le maître à penser de son maître d'école. Alors, je termine cette séance de lecture avec un auteur bien connu, M. Gilles Vigneault, qui nous parle de son coin de pays, Natashquan, et je vais vous offrir par la suite 2 de ses textes poèmes qu'il a écrits dans son bouquin, dans un de ses bouquins, Les chemins de pied. Alors, Natashquan. On ne saurait connaître son pays, son village et même sa maison avant d'avoir connu maison, village et pays étrangers. Estimer, juger, apprécier ne viennent que peu à peu, avec les voyages. C'est par là, pour ma part, que j'en suis venue à vivre ce propos de Saint-Exupéry qui dit qu'on est de son enfance comme d'un pays. J'ai eu la chance de venir au monde dans un humble village qui se tient aujourd'hui encore sur la rive nord de l'estuaire du golfe Saint-Laurent, au bout des routes praticables du Québec. Natashquan est en effet le bout d'une route parmi les plus excentriques de la province et qui trouvera encore, un jour, quelques dizaines de villages très semblables sur son cours, si elle finit par le poursuivre jusqu'au détroit de Belle-Île. Un poste de traite établi par la Compagnie de la baie d'Hudson dès 1670 y faisait se rencontrer déjà les Blancs et les Montagnais pour échanger peu de choses, hélas, que des fourrures, des armes et des vivres. Puis, les Montagnais, nomades alors, repartaient pour la chasse et il ne restait pas de quoi faire un village de quelque sédentarité. C'est en 1855 que des pêcheurs madelinots vinrent s'y établir, fuyant l'appétit toujours grandissant du seigneur des îles de la Madeleine, qui leur réclamait une part excessive de leur pêche pour des terres d'où ils pouvaient se voir expatriés à tout moment. Comme leurs ancêtres avaient déjà connu en Acadie le grand dérangement de 1755, ils avaient de qui tenir pour le courage et la ténacité. Je suis née à Natashquan en 1928 et j'y ai vécu mes 13 premières années dans ce qui m'apparaît encore aujourd'hui comme un rêve. J'y suis revenue chaque année depuis et chaque fois, je m'y reconnais comme l'enfant d'un royaume dont il ignore être le roi. Car c'est encore un village et à quelques détails près, c'est le même. Il est toujours à cheval sur une petite rivière avec son pont de bois, 3 fois reconstruit. Il est toujours à 1300 km de Montréal, entre l'infini de la mer en face et l'infini de la taïga derrière. 7 km plus loin vers l'est, il a sa grande rivière, un fleuve de 4 km d'embouchure et qui fait encore 1 km de large à 15 km dans les terres, avec des chutes d'une grande beauté qu'on a appelées simplement le premier, le deuxième et ainsi de suite jusqu'au 5e, et où mon père allait trapper le castor, le vison, la martre, le renard et le loup-cervier. L'été, c'était la pêche. La pêche au saumon et à la truite était plutôt réservée aux sportifs américains ainsi qu'aux montagnais. Nous, ce qu'on appelait la pêche, c'était la pêche à la morue en mer. On est plus marqué par les années de la petite enfance que par toutes les autres qui suivront, bien sûr. Mais si ce lieu que je n'ai jamais fini de raconter fut le plus déterminant de mon existence, c'est d'abord par la façon dont il m'a donné l'heure du monde pendant 13 ans. Et je retrouve la même horloge chaque fois que j'y remets les pieds. Les saisons d'abord y étaient si nouvelles de l'une à l'autre et différenciées qu'on n'avait point besoin d'aller au calendrier pour dire « avec le décours de la lune, on ne s'aimera pas tout de suite » ou bien « quand la mer commence à perdre, c'est le temps de ramasser les lignes ». Le temps qu'il avait fait, celui qu'il allait faire, occupait beaucoup celui qui passe. Il y avait de menus travaux pour amuser le temps. Pour tromper l'attente, on faisait des plans de façon à tuer le temps. De l'Immaculée, le 8 décembre, au jour des rois, le 6 janvier, c'était le temps des fêtes. Le temps du carême était coupé par une semaine de mascarade qui se disait le temps de la mi-carême. Le temps de Pâques prenait le relais, suivait le temps des jardins, le temps du caplan qui roule à la côte, le temps du hareng à saler pour l'hiver, puis le temps des grainages qui suivait, chicoutets, bleuets, béris, framboises et petites fraises des bois. Puis venait le moment de tendre les collets pour le lièvre et autres pièges pour la fourrure.
La vie se vivait entre la petite école, les magasins du Galet, l'église, les plaines, le quai, la dune, la maison et le cimetière. La mer nous apportait déjà ses trésors au petit matin frisquet, d'après les grandes marées d'automne, et le soir venu, entre les ombres dansantes que dessinait la lampe à l'huile, sa rumeur était un décor pour une pièce à 2 personnages immortels, le silence et la nuit. Et mon père qui disait souvent, « N'allumez pas les lampes trop tôt, parce que c'est à la brunante qu'il aimait compter. » Natashquan m'a tout appris sur le monde et sur moi-même. Mais c'est à Montréal, à Paris, à Londres, à New York, à Madrid et à Kyoto que j'ai compris cela. Comme on retrouve au bout d'un chemin de pied sur les plages de l'enfance, une bouteille avec dedans le plan d'une île au trésor. C'est beau! Alors, voilà un texte, un petit texte qu'il a écrit. Ce n'est pas un poème, qui s'intitule « L'artisan ». Humblement, l'artisan met le temps de son bord. En faisant semblant de ne pas le connaître, il l'a apprivoisé. Et, comme il ne se prend pas pour un artiste, mais simplement pour quelqu'un qui fait des choses en bois, en terre, en fer, en verre ou en sable, pour son propre plaisir, comme éventuellement pour le bonheur des autres, l'artisan ne rêve pas de dompter le temps, ni de l'attacher, ni de le contraindre. Alors, le temps ne craint pas d'aller s'asseoir auprès de l'artisan quand celui-ci travaille, sans toucher le bout d'un outil, sans manifester un instant sa présence. Il est là jusqu'à ce que l'artisan s'arrête et regarde l'horloge, tout étonné d'avoir été si lent. Mais le travail est fait, l'objet est né, et l'artisan se dit qu'il n'a pas vu passer le temps. Aussi, le lendemain, comme il fait pour les grands créateurs, le temps revient s'asseoir à la même place. Et notre dernière lecture pour aujourd'hui. Un enfant. Ça débarque on ne sait quand, ça rit, ça chante et ça pleure, et ça vient vous donner l'heure en disant « moi j'ai 5 ans ». Ça garde une bouche ronde pour son immense appétit, et l'air de rester petit, ça vous reconstruit le monde. Ça vous oblige à renaître, ça vous ouvre des fenêtres, quitte à sortir le premier. Ça vous emprunte une pomme, et bien avant d'être un homme, ça vous rend tout un pommier. Monsieur Vigneault dit « Un enfant qui dit « quand je serai grand » devrait avoir autant d'auditoire qu'un vieillard qui dit « quand j'étais petit ». Je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir accompagné aujourd'hui dans cette lecture et je vous souhaite une belle fin de journée.